Écoutez cette conférence sur les liens entre l'intelligence artificielle et les échecs. Avec nous, pour le comprendre, trois éminentes figures de ce sport. D'abord Mathilde Choisy au centre, qui est une joueuse confirmée, qui a participé à des championnats en équipe de France et qui a par ailleurs fait des études en psychologie cognitive et en neuropsychologie, et qui a également, vous avez également occupé des fonctions de direction à la Fédération française d'échecs dans divers clubs, fait aussi la fierté des clubs normands, je crois. Bachar Kouatli, né en Syrie, franco-syrien donc, premier grand maître international français en 1989, champion de France également et participant au championnat du monde. Vous avez été président de la FFE. Et enfin Jean-Marc Paillol, vous êtes un amateur éclairé d'échecs et surtout passionné du numérique, pionnier de l'économie informatique, participé à la première start-up à l'époque où je crois le mot n'existait pas encore, en 85, les entreprises télématiques, les fameuses messageries Minitel Rose, je crois que c'était vous. Et vous êtes depuis à l'avant-garde chez Allianz de l'assurance des nouvelles activités numériques comme Uber, la trottinette électrique, etc. Et la raison pour laquelle vous êtes réunis tous les trois, c'est que vous avez écrit à 6 mains un livre à paraître aux éditions Economica, un livre intitulé Un coup d'avance, qui s'intéresse aux échecs, non pas seulement comme un jeu, mais comme un laboratoire des transformations du monde, tant dans les domaines de la géopolitique que du numérique. Et laboratoire, on pourrait même peut-être dire boule de cristal, puisque un coup d'avance signifie qu'il se passe dans les échecs, sur les 64 cases de l'échiquier, des transformations qui après se développeront à l'échelle du monde lui-même, notamment en matière de relations entre l'humain et l'intelligence artificielle. Donc la conférence d'aujourd'hui porte le titre pourquoi Deep Blue n'a pas tué les échecs. Et il s'avère que Deep Blue était une entité dont ils pourront nous expliquer évidemment les propriétés, qui a battu le champion du monde à l'époque, Kasparov, en 97. Or, en 2016, une anecdote que vous avez peut-être entendue, le champion du monde de Go, Lee Sedol, a perdu contre AlphaGo, la meilleure entité informatique de Go, qui était une entité développée par DeepMind de Google, et à la suite de cette défaite a annoncé qu'il prenait sa retraite. Il semblerait qu'il ne voyait plus, d'une certaine manière, d'intérêt à lutter contre un ennemi indépassable. Et pourtant, aux échecs, il semblerait que malgré ces craintes que l'IA nous supplante, la pratique n'a pas cessé, loin de là, et les joueurs professionnels ont continué de prospérer, de progresser. Et donc la question, le mystère auquel vous allez essayer de nous répondre, c'est pourquoi la guerre de Troie n'a pas eu lieu, pourquoi l'IA n'est pas devenue l'ennemi qui tue la créativité aux échecs. Et donc peut-être d'abord pour commencer à comprendre ça, Jean-Marc Paillol, dans votre livre, vous insistez sur le fait que les échecs ont une relation très ancienne et très intense avec l'informatique et l'intelligence artificielle. Alors, avec l'informatique, oui. Avec parce que... Ah oui. Voilà. Ce qu'il est intéressant de noter, on va faire avec un, c'est qu'en fait, les échecs font partie de la société. C'est quelque chose qui n'apparaît pas naturellement comme ça. Depuis le VIe siècle, quand on étudie, on regarde l'évolution de la société, l'évolution du monde et l'évolution des échecs en parallèle, on s'aperçoit qu'en fait les échecs sont le miroir de la société. C'est un vrai patrimoine intellectuel, c'est un vrai patrimoine de l'humanité, et cette évolution est une évolution qui est complètement parallèle. On est capable d'identifier au travers des échecs l'évolution des différents pouvoirs au sein du monde, de l'empire arabe au début jusqu'au dernier champion, notamment l'importance de la Russie après la guerre froide. On est capable de voir cette évolution-là. On ne va pas rentrer dans les détails, pour comprendre les détails, il faut lire le livre, donc achetez-le. Mais au-delà de ça, on a cette vraie cohérence. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les échecs sont aussi un laboratoire pour la technologie. Et ça a été le premier laboratoire pour l'informatique, puisque le premier programme informatique connu a été développé en tant que programme d'échecs. C'est Turing, à la fin de la guerre, qui a, pour travailler sur l'informatique, avant même que l'ordinateur existe, avant même que l'ordinateur soit capable de développer les programmes, a créé un programme pour jouer aux échecs.
Et ça se retrouve ensuite dans le temps. Et l'informatique a toujours été très très liée à cette notion de recherche échiquéenne. Et les échecs ont toujours été liés à cette notion de recherche informatique. Et notamment pendant la guerre froide, les grands acteurs de l'époque, qui étaient d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Russie, ont travaillé chacun de leur manière sur deux aspects de ce que sera l'informatique ensuite et ce que sera l'intelligence artificielle, avec le côté algorithmique d'un côté et le côté cognitif de l'autre. Donc le côté algorithmique et puissance machine du côté des Russes et le côté cognitif du côté des Américains. Et tout ça aboutit en 1997 avec ce séisme qui est pour la première fois l'intelligence humaine est battue par l'intelligence informatique ou numérique avec la défaite de Kasparov, qui est le maître incontesté à l'époque des échecs, battu par Deep Purple Blue, qui n'était pas Deep Blue, qui était plus profond, qui était Deep Purple Blue. Et ça s'est continué par la suite, avec la victoire d'AlphaZero, non pas sur le champion du monde d'échecs, mais sur le descendant de Deep Purple Blue. C'est-à-dire qu'on est passé de l'intelligence humaine à l'intelligence informatique qui a battu l'intelligence humaine, et derrière, l'intelligence artificielle qui a battu l'intelligence informatique. Et tout ça s'est fait au travers des échecs, et en parallèle, malgré ça, les échecs ont continué à fonctionner à côté, avec de plus en plus de compétences, de qualité, et une évolution de l'expertise échiquéenne qui s'est nourrie de l'expertise informatique. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'en fait, et c'est une réponse à votre question, c'est qu'il n'y a pas l'un qui tue l'autre, il y a l'un qui nourrit l'autre. Et de manière totalement itérative. Ouais, et peut-être justement, on peut s'arrêter un moment sur ce que vous décrivez comme un séisme, Bachar, qui est le moment en 1997. Comment l'avez-vous vécu à l'époque et comment vous l'interprétez ? Alors à l'époque, en 97, le titre d'Europe Échec, qui est un mensuel qui est publié depuis 1959, on voit Kasparov, la tête dans les mains, et le titre, c'est l'humiliation. C'est-à-dire qu'à l'époque, on dit en 97, le cerveau humain, c'est fini. C'est un peu ça. Comme quand les calculettes sont arrivées, ils vont plus faire de calcul mental, ça va plus marcher. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui descend l'homme de son piédestal, selon les normes que nous avions, selon ce qu'on pensait de ce qu'était l'homme, on a un choc. On se dit, qu'est-ce qui est en train d'arriver ? Et en fait, c'était il y a 26 ans, mais il s'est passé beaucoup de choses, et je donne toujours un peu parce qu'on dit, puisque la machine est plus forte, quel est l'intérêt de continuer ? Mais en fait, je dis, on vit, on continue à respirer, il y a de l'oxygène, on mange, on prend du plaisir, on discute, on échange, et je donne cet exemple de la Formule 1, souvent. C'est-à-dire une Ferrari ou n'importe quelle voiture, ça va à 300 à l'heure sur les circuits. Mais quand on regarde Usain Bolt ou Carl Lewis, on prend aussi du plaisir. Pourtant, ils vont qu'à 36 à l'heure ou 40 à l'heure. Je ne sais plus exactement quelle est la vitesse. Et en fait, c'est ça. C'est en fait le cerveau humain a besoin d'être nourri en permanence. Et pour donner autre chose, il y a plus de combinaisons aux échecs que d'atomes dans l'univers. Donc, quand vous avez ce genre de réflexion, vous vous rendez compte que le cerveau a besoin d'être nourri, et ce n'est pas parce que les machines qui peuvent vous aider, qui vont calculer beaucoup mieux que vous, vont vous enlever ce plaisir. Tant qu'il y a du plaisir, il y a de la vie, et en fait c'est ce qu'on n'avait peut-être pas compris à l'époque. On s'est dit, oulala, notre ego est froissé, la machine est plus forte que nous, on est moins bon. Eh bien non, ça continue. Ouais, et donc l'idée, Mathilde, ce que vous expliquez aussi, c'est que non seulement... loin d'avoir tué, les échecs ont permis, les machines ont permis aux joueurs d'échecs d'accéder à de nouveaux niveaux de compréhension de leur propre sport. Alors, on est passé des algorithmes, puisque Deep Purple Blue était l'algorithme ultime. En fait, il faut savoir que Deep Purple Blue pesait 1,4 tonne. Il fallait 20 personnes pour faire fonctionner. C'était un supercalculateur qui calculait toutes les possibilités, mais il était alimenté uniquement par des connaissances humaines. Donc finalement, on n'apprenait pas grand-chose de ces algorithmes. Et en 2018, on a le séisme dans les échecs qui arrive, AlphaZero, donc l'intelligence artificielle, qui fonctionne totalement différemment. C'est-à-dire qu'AlphaZero a été construit simplement en lui donnant les règles du jeu et le but du jeu. Mais aucune autre connaissance humaine. On n'a pas dit à AlphaZero, le cavalier ça vaut 3 points, la dame ça vaut 10 points, qui sont des axiomes humains qu'on a construits à partir du jeu. Simplement les règles et le but du jeu. Et AlphaZero a appris à jouer simplement en jouant contre lui-même des millions de parties. Et on s'est aperçu, en fait, ensuite, quand DeepMind a publié son article en 2018, que sans ces axiomes humains préprogrammés,
il apparaissait de nouvelles idées en fait. Donc on a eu des changements majeurs dans certaines façons d'appréhender le jeu. Nous, on avait nos connaissances humaines accumulées depuis des siècles et des siècles, qui reposent souvent sur les principes militaires d'ailleurs dans le jeu d'échecs, bien contrôler le centre, l'harmonie des pièces, etc. Et AlphaZero nous a permis de penser un petit peu différemment. Donc les joueurs se sont mis à, y compris, jouer différemment. Alors surtout les jeunes qui se sont appropriés ces outils-là, qui n'ont pas peut-être le poids de l'histoire et le poids du passé, le poids des connaissances accumulées, et qui, eux, sont beaucoup plus adaptés à cette nouvelle technologie, qui se sont appropriés les outils et se mettent à jouer différemment. Oui, du coup, Jean-Marc, d'une certaine manière, grâce au développement d'AlphaZero, la nouvelle génération de joueurs a pu dépasser tout un tas de préconceptions qui étaient bien ancrées dans l'histoire des échecs. Je pense même que ça pose une question qui est plus profonde que celle-là, puisqu'on est là pour parler de philosophie aussi, là, donc, et si on allait d'aller un peu plus loin, en fait, on trouve dans l'évolution des échecs et de la manière de jouer aux échecs, de la manière d'apprendre les échecs, exactement ce que l'on voit dans l'évolution de l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que j'oserais dire qu'on parle beaucoup de digital native ou de millennial, hein, vous avez tous entendu parler de ça. Je dirais qu'AlphaZero est aux échecs ce que les millennials sont à la population mondiale. AlphaZero, les jeunes joueurs aujourd'hui apprennent exactement comme AlphaZero a appris. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans les clubs, ils ont déjà des milliers de parties jouées en ligne, avec un temps qui est beaucoup plus restreint. Hein. Ils jouent des blitz, ils jouent des parties de 2-3 minutes, ils en jouent des milliers, exactement comme AlphaZero a joué, sauf qu'AlphaZero, on a joué évidemment des millions. Hein. Il faut une seconde d'AlphaZero pour jouer autant de parties qu'un grand maître international de moi. Juste pour garder à l'esprit. Et du coup, ce modèle d'apprentissage est en fait équivalent entre l'intelligence artificielle et la jeune génération. Et quand on voit l'impact de ce modèle d'apprentissage pour la jeune génération en termes de progression intellectuelle supportée par l'intelligence artificielle et par les outils informatiques, puisque pour procéder comme ça, il faut avoir en face de soi des outils qui permettent de juger de son évolution, de juger de la qualité de ses parties, de mesurer la qualité de telle ou telle position, de faire ce qu'on appelle le test and learn, hein, d'essayer de se tromper pour, de manière répétitive, acquérir des réflexes qui vont accélérer la capacité de calcul et qui vont accélérer le niveau de compétence. Et donc, il y a une vraie cohérence entre cette évolution dans le monde des échecs et l'évolution que l'on voit dans la société. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes en matière d'éducation. Hein. Ouais. Et ce qui confirme cette idée selon laquelle, selon vous, l'échiquier est un laboratoire de transformation qui vont ensuite pouvoir affecter tout le monde. Mais peut-être pour préciser un peu ce que vous entendez par des nouvelles façons, parce que je trouve ça intéressant, Bachar, cette idée que grâce à cette nouvelle approche du jeu décomplexé, comment ça se matérialise, cette nouvelle façon de jouer décomplexée? Quel genre de situation on trouve? On avait l'idée d'une machine qui allait être plus terne, plus calculatrice, et en fait, c'est peut-être l'inverse. Alors oui, comme l'a précisé Jean-Marc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle, DeepMind, tout ce qui s'est passé, eh ben, on part de juste les règles du jeu qu'on donne à la machine et le but, c'est l'échec et mat. Donc il n'y a pas tous les préconçus, tous les biais, tout ce qu'on a appris, toute l'accumulation de choses qui font qu'on se restreint nous-mêmes, qu'on s'auto-censure, y compris dans la réflexion parfois. Et donc, comme le disait Jean-Marc, cette machine qui va faire en une seconde ce que nous, on met un mois, 1500 parties. Donc c'est un auto-apprentissage qui est absolument monstrueux et qui fait que petit à petit, ça va vite. Et en fait, ce faisant, eh bien, nous, joueurs d'échecs, et surtout les jeunes aujourd'hui, ils apprennent de ça. C'est-à-dire que ce n'est plus l'homme qui alimente la machine. Maintenant, c'est la machine qui renvoie à l'homme. Et ce n'est pas tout à fait une machine, puisque avant on était sur des calculateurs, et là, on est sur ce qu'on appelle des réseaux neuronaux. Donc, c'est un petit peu comme l'homme. Ça apprend, on apprend des choses petit à petit, puis on fait un raisonnement, puis après, on sort une phrase, et puis on arrive à quelque chose, et on arrive à se comprendre ce qu'on est en train de faire. Et là, ça va à une vitesse phénoménale, et donc, c'est quelque part, l'homme en bénéficie derrière. Parce qu'on a toujours peur, on se dit, oulala, cette machine... Mais non, comme je disais tout à l'heure, on respire, on mange, et l'homme en bénéficie. Et les jeunes joueurs, aujourd'hui, ont une capacité de calculer, et ils ont plus sous ces tabous
C'est-à-dire parce qu'on dit « Oh là là, on ne peut pas faire ça, ça c'est pas possible, ça on ne peut pas le jouer », parce qu'on avait appris, on avait accumulé tellement de choses qu'on nous avait dit, qu'on se restreignait. Et là, les jeunes joueurs, aujourd'hui, ils ont une capacité de calcul qui est absolument phénoménale, sans tabou et sans histoire. On pourrait dire presque que c'est les barbares des échecs, puisqu'ils arrivent, ils n'ont pas... mais ce n'est pas tout à fait ça, je fais un petit jeu de mots. Mais quelque part, ils arrivent et ils renversent tout sur leur passage. Voilà, c'est cette génération, et c'est un petit peu le fossé qu'on pourrait... Mais c'est leur monde. Et ils apprennent énormément. Et donc, cette intelligence artificielle, le postulat qu'on a, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil nouveau qui est proposé à l'humanité. Et les jeunes joueurs d'échecs s'en sont emparés, et de très très belle manière. Oui, et Mathilde, ça me fait penser, il y a dans votre livre un passage extrêmement intéressant sur quelle serait la prochaine étape de leçon que pourrait nous donner l'IA sur le jeu d'échecs. Et en l'occurrence, c'est cette idée d'humanisation de l'analyse que vous mentionnez avec Carlsen, le champion du monde incontestable, qui va parfois faire un coup sous-optimal parce qu'il sait que son adversaire y répondra mal. Et donc peut-être vous pouvez nous expliquer cet aspect. Oui, parce qu'aujourd'hui, les logiciels qu'on utilise, donc qui reposent soit encore sur les algorithmes, soit sur l'intelligence artificielle, ils nous donnent le meilleur coup dans une position. Mais c'est le meilleur coup de façon absolue. Et en réalité, ça reste un jeu humain. Et parfois, le meilleur coup de la machine n'est pas le meilleur coup dans la situation dans laquelle on est, parce qu'on va jouer... parce que le joueur a un profil, contre qui on joue, a un profil psychologique particulier, parce qu'il y a la pendule qui joue, qui est un élément majeur aux échecs. Vous savez que le temps est mesuré, le temps de réflexion est limité, et parfois il vaut mieux jouer un coup qui est peut-être moins bon, mais parce que l'adversaire n'a plus beaucoup de temps, ce coup va être meilleur dans telle situation. Aujourd'hui, la machine n'est pas capable de jouer ce meilleur coup dans cette situation donnée. Mais par contre, on a Microsoft, par exemple, qui travaille là-dessus pour prévoir l'erreur humaine. Donc c'est encore une fois les échecs qui sont la drosophile de la recherche. Peut-être vous expliquer, peut-être Jean-Marc après expliquer cette phrase fascinante de la drosophilie juste après Mathilde. Et donc leur but, oui, c'est d'arriver à affiner quelque part le meilleur coup de la position, mais en fonction de l'adversaire. Donc finalement, ils sont en train d'affiner petit à petit cette intelligence artificielle, et c'est très intéressant. Et Magnus Carlsen, qui est le meilleur joueur du monde, c'est vrai qu'il est très connu pour... alors, il est capable de connaître le meilleur coup de la position, mais il ne va pas forcément le jouer, parce qu'il va jouer l'homme, entre guillemets, et parfois jouer un coup qu'il sait peut-être moins bon, mais qui va poser plus de problèmes à l'adversaire. Alors peut-être Jean-Marc nous expliquer, on parlait de laboratoire, de cette phrase qui est dans votre livre, selon laquelle les échecs auraient été à l'informatique ce que la drosophilie a été à la génétique. Oui, c'est une phrase un peu rigolote, mais on peut reprendre aussi la phrase de Kasparov qui disait qu'en fait les échecs sont la pierre de Rosette de l'informatique. Donc c'est un peu le même principe en fait. Quand on veut développer quelque chose, on a besoin d'un substrat, on a besoin d'un substrat d'expérimentation. Et les échecs sont un fantastique substrat d'expérimentation pour plein de raisons. La première raison, c'est que les échecs, je crois que personne n'en doute, les échecs représentent l'intelligence. Je cite souvent, et ça a d'ailleurs été mon cas, quand si votre fils ou votre fille, si l'un des jeunes digital natives qui sont là disent à leurs parents papa je quitte la table ou maman je quitte la table pour aller jouer aux échecs, tout le monde va dire bravo. S'il dit je quitte la table pour aller jouer à League of Legends ou à World of Warcraft, on va dire non, tu restes à table et tu laisses ton ordinateur. Donc ce qui prouve bien que les échecs qui sont pourtant un jeu digital, fondamentalement aujourd'hui, ont une image d'intelligence très importante. Donc il y a ce côté-là. Donc dès qu'on touche aux échecs, on touche à l'intelligence, et notamment l'intelligence humaine. Ça veut dire que c'est un outil extraordinaire pour travailler sur l'intelligence artificielle et l'évolution de l'intelligence artificielle. Le deuxième élément, c'est qu'il y a un historique phénoménal. Il y a des millions de parties d'échecs qui ont été jouées, et l'informatique a permis d'ailleurs d'historiser toutes ces parties, et les outils d'intelligence artificielle, les outils informatiques ont permis d'accéder à toutes ces parties
d'analyser toutes ces parties. Donc, de la même manière que pour la drosophile, pourquoi la drosophile? Parce que c'est facile à élever, il y en a beaucoup. Donc, on a cette taille de substrat qui est très importante. Et le dernier point, c'est que c'est fondamentalement mathématique. C'est-à-dire que c'est fondamentalement modélisable. Et à partir du moment où c'est modélisable, à partir du moment où c'est de l'intelligence, à partir du moment où il y a de la data, ben c'est un outil extraordinaire pour développer de nouveaux modèles, développer de nouvelles approches, etc. Donc c'est pour ça, c'est encore une fois pour réponse à votre question, que les échecs et l'informatique, et pas que l'informatique d'ailleurs, les mathématiques, l'art, la science, etc., sont indissociablement liés. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que les deux évoluent en même temps avec une, je vais employer un mot anglais, excusez-moi, alors si je vais employer le mot français, une fertilisation croisée, cross-fertilization en anglais, une fertilisation croisée qui fait que plus l'homme avance, plus il fait avancer l'informatique dans les échecs, et plus l'informatique dans les échecs, plus elle fait avancer l'homme dans les échecs. Et c'est en ça que c'est assez intéressant sur toutes ces problématiques d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer l'intelligence humaine, ou est-ce qu'au contraire, elle va l'augmenter ? Et tout le thème qu'on essaie de... Nous, on est très optimistes dans le bouquin, et tout le thème qu'on a dans le bouquin, c'est cette notion d'augmenter. Il faut essayer d'arrêter de voir les problèmes avec notre regard, on va dire, très traditionnel, et imaginer cela comme une guerre, mais plutôt l'imaginer comme une progression croisée, et une progression de fertilisation croisée qui va permettre d'augmenter notre temps, d'augmenter l'éducation, d'augmenter l'humanité en général. Ouais, et donc voilà, Bachar, on peut du coup tirer des leçons hors de l'échiquier de cet exemple édifiant de coopération entre l'homme et la machine pour un progrès collectif. Il y a d'autres exemples peut-être dans d'autres univers que les échecs où on pourrait appliquer ce raisonnement-là. À partir du moment où vous pouvez utiliser, aujourd'hui, j'entendais pas plus tard que ce matin, la fille de Jean-Marc, on fait des PowerPoint. Et PowerPoint, il faut du temps, il faut les faire. Et puis là, il y a un nouvel outil qui fait, et puis on intègre de l'intelligence artificielle dedans, on donne l'idée, et le PowerPoint est créé. Avant, il fallait une demi-heure, 1 heure, il fallait faire le truc, pas se planter, faire le machin. C'était formidable déjà, hein. Faut quand même dire que PowerPoint, c'était un truc extraordinaire. Mais aujourd'hui, les gamins, ils n'ont aucun problème en disant, ben moi, je veux par exemple une vache verte. Eh bien, la vache verte, elle va être tout simplement faite et vous allez avoir ça dans votre PowerPoint. Donc, c'est du temps augmenté. C'est le choix de pouvoir utiliser, rationaliser le temps et pas l'utiliser sur des choses qui ne servent à rien, en fait. Elles servent à vous amener quelque part, mais c'est ce qu'on avait avant. Aujourd'hui, non, vous pouvez aller très très vite parce que vous avez cet outil qui est à votre disposition. Donc, ça se passe aux échecs, mais ça va se passer de partout. Donc, simple, comme y compris pour le journalisme, je sais qu'il y a un journaliste ici dans la salle, on a peur, machin, puis bon, il y a aussi Nicolas. Mais le fait c'est que les journalistes vont avoir du temps de réflexion pour des sujets et pour essayer de proposer des choses qui intéressent et non pas aussi aller partir sur des articles qui avaient tous la même saveur. Donc, il y a pas mal de choses, il y a des réflexions, il va se passer beaucoup de choses dans ce domaine, puisqu'on est dans un domaine complètement nouveau. Mais moi, je suis convaincu, personnellement, que c'est l'homme qui sera le gagnant. Oui, Jean-Marc, vous voulez rebondir ? Oui, je voulais rebondir juste sur un point, cette notion d'augmenter. En fait, je crois que l'avenir est ce que l'on en fait. C'est-à-dire que dans la mesure où on accepte le changement, on trouve des solutions qui permettent d'aller dans un sens positif. Dans la mesure où on le refuse, on ne l'empêche pas, mais par contre, on le ralentit. Et il faut aller dans cette dimension-là, en prenant comme postulat que toute évolution technologique, fondamentalement, présente des intérêts, dans la mesure, bien sûr, où elle est maîtrisée. Et il ne faut pas confondre maîtrise et opposition. Je vais prendre un exemple qui est très personnel. J'ai 4 enfants, j'en ai 2 qui ont plus de 30 ans, j'en ai 2 qui ont moins de 25 ans. Mes 2 enfants de plus de 30 ans, à l'époque, quand les premiers outils digitaux sont arrivés, je leur interdisais d'aller sur Internet, je leur interdisais de jouer en ligne, je leur interdisais de prendre l'ordinateur le soir, etc. Les 2 nouveaux, les 2 derniers, j'ai fait totalement l'inverse. Totalement l'inverse.
Pourquoi j'ai fait totalement l'inverse? Parce que je me suis aperçu, que ça ne servait à rien pour les autres. Au-delà de ça, pire que ça, c'est pas que ça ne servait à rien, c'est que du moment où ils ont pu le faire, c'est devenu addictif, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'était pas la solution et qu'il fallait maîtriser. Mais pour les deux plus jeunes, dès le départ, ils ont compris, et je leur ai expliqué quels étaient les risques, et ils ont compris comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Et au final, dans leur mode de fonctionnement est complètement différent. Refuser, voir les combats qu'il y a contre TikTok, les combats qu'il y a contre Twitter, les combats qu'il y a contre Instagram, c'est une aberration. Combattre ces outils-là est une aberration. D'abord, c'est un combat perdu d'avance, premier point. Et deuxième point, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce qu'il y avait dedans. Ce qui est important, c'est d'expliquer ce qu'il y a dedans et d'aider les gamins à savoir l'utiliser. Je pense que, encore une fois, nos jeunes amis, on appelle ça le sixième sens pour la fake news ou pour le problème. Ils savent, par principe, aller circuler dans ce monde-là. Ce qui n'est absolument pas notre cas. Et projeter notre vision sur eux est une aberration totale. Et c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Ouais, et c'est vrai que vous aviez mentionné tout à l'heure l'exemple du PowerPoint, et qu'en fait, si on arrive à correctement utiliser la puissance, par exemple, des systèmes de langage comme ChatGPT, on peut s'en faire un allié, un assistant cognitif constant. Et pour en revenir aux échecs, on a parlé des grands moments, le moment où AlphaZero a battu Stockfish, le moment où Deeper Blue a triomphé de Kasparov, mais fondamentalement les grands champions d'échecs, Mathilde, ils utilisent quotidiennement comme un assistant cognitif les intelligences artificielles. Oui, tous les jours, parce que déjà la machine est beaucoup plus forte que l'homme, donc ils en ont besoin. Et c'est un outil de travail quotidien, et ils s'aident de manière permanente des logiciels. Alors encore aujourd'hui des algorithmes, mais de plus en plus de l'intelligence artificielle. Et déjà, c'est un outil indispensable et ça leur permet de gagner beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'ils font précisément? Est-ce qu'ils cherchent de nouvelles solutions à un problème qu'ils n'ont pas réussi à répondre sur l'échiquier? Comment ça les aide cognitivement? Si on revient dans le passé, avant tout ça, quand un joueur devait travailler les échecs, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait son échiquier et il réfléchissait sur une position, parfois pendant des heures, pour essayer de trouver quelque chose et ensuite de pouvoir jouer ce sur quoi il avait travaillé. Et aujourd'hui, il met la position sur un logiciel, il appuie sur le bouton et l'algorithme lui donne le meilleur coup de la position. Donc ça fait gagner un temps considérable. Mais il reste des aspects dans les échecs qu'il faut continuer à travailler, parce que les échecs, ce n'est pas que apprendre. Déjà, le cerveau humain n'est pas en capacité d'apprendre l'intégralité des possibilités, c'est pas possible. Et ça leur donne beaucoup de temps pour travailler d'autres choses, notamment la pratique. Ils jouent beaucoup plus qu'avant, puisque Internet a permis aux joueurs de jouer aujourd'hui sur les plateformes chess.com pour la plus grosse, ou Lichess qui est français. Donc ils jouent des milliers de parties, donc la pratique est bien plus développée, ce qui leur permet de calculer beaucoup plus vite. Les capacités calculatoires aujourd'hui des jeunes dans les échecs sont infiniment meilleures que l'ancienne génération. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui dans les échecs, la bascule a eu lieu, c'est-à-dire que la jeune génération a pris le pouvoir et il en est terminé des plus de 40 ans, grosso modo. C'est fini. Il paraît qu'ils ont peur de jouer contre eux en club, vous m'avez raconté. Oui, on voit de plus. Alors, il y a des tournois vétérans dans les échecs qui auparavant n'étaient pas si développés que ça, puisque les vétérans continuaient à jouer dans ce qu'on appelle les Open normaux, c'est-à-dire avec tous les joueurs de 5 à 95, 100 ans. Vétéran, c'est 35 ans aux échecs. Non, vétéran, c'est 50 ans. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont les vétérans qui restent dans le tournoi vétéran parce qu'ils ne veulent plus aller jouer contre les jeunes. Parce que c'est très compliqué, parce que les capacités calculatoires sont telles, parce qu'ils jouent beaucoup en ligne, et c'est ça qui développe leur vitesse de calcul, oui, les vétérans aujourd'hui ont tendance plutôt à rester entre vétérans et ne veulent plus forcément, parce que c'est aussi c'est un petit peu humiliant d'aller perdre contre des enfants de 9 ans, 10 ans. Et voilà, c'est... Oui, pour donner ça, il y a un jeune Argentin qui s'appelle Faustino Oro, qui vient de fêter ses 10 ans, là, début octobre. Et, pardon, oui, bon, c'est interne. Et en fait, ce gamin a démarré le jeu pendant le Covid. Il voulait jouer au foot chez lui, à la maison. Son père lui a dit, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, comme ils étaient confinés, on va te mettre devant un ordinateur d'échecs. Et en fait, il a appris à jouer. Et maintenant, il avait 6 ans.
Et il a passé des milliers d'heures à jouer. Et c'est quoi un cerveau expert? C'est un cerveau qui, dans un domaine particulier, passe pas mal d'heures à jouer, à faire de la pratique, comme disait Mathilde. Et donc, il a passé des milliers d'heures à jouer. Et maintenant, il est pratiquement maître international. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir auparavant, parce qu'il fallait aller dans un club, il fallait mettre un échiquier, il fallait des adversaires. Là, il avait des milliers d'adversaires à disposition, à tout moment. Donc, voilà, grosso modo, ce vers quoi on arrive aujourd'hui. Et pour donner un autre chiffre aussi, la moyenne d'âge des grands maîtres en 1980, c'était dans les années 35 ans. La moyenne d'âge des grands maîtres dans les années juste après, c'était, je crois, 28 ans. Et en 2020, c'était 23 ans. Aujourd'hui, c'est encore moins. C'est-à-dire les jeunes aujourd'hui de moins de 20 ans ont pris le pouvoir aux échecs. Alors, il reste encore quelques dinosaures de 30 ans. Pardon de le dire ainsi, mais tout à l'heure, on a parlé de 40 ans. Moi, je dis 30 ans. Ça devient de plus en plus compliqué parce que, justement, ils ont ces capacités calculatoires et les vétérans, voilà, parce qu'on va utiliser un terme sympa, ils jouent entre eux. Donc, les tournois vétérans, ils grossissent parce qu'ils n'ont pas envie d'aller. Et là, lors des derniers championnats de France, tous les Open ont été gagnés par des jeunes, moins de 20 ans. Moins de 20 ans. C'est une réalité. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer, au contraire de ce qu'on pouvait penser, on disait oui, le jeu d'échecs, non. Les jeunes, ils sont là, ils se nourrissent, ils jouent, et il n'y a jamais eu autant de parties d'échecs, et il y a 150 millions de personnes aujourd'hui qui sont inscrits à chess.com. Donc, le jeu continue à croître, à progresser, et les jeunes sont là plus que jamais. Oui, il y a un élément aussi qui est intéressant, qui suit ce que vient de dire Bachar, c'est qu'au-delà, on parle de digital, etc., c'est un autre intérêt, un autre avantage. C'est la globalisation du jeu. Hein, on dit le jeu d'échecs est un miroir de la société. Pour citer deux chiffres, en 1990, il y avait 24 pays qui avaient un grand maître international, et il y avait, de mémoire, combien de 200 grands maîtres internationaux. En 2020, il y a 104 pays qui ont un grand maître international, et il y a 2000 grands maîtres internationaux. Ça veut dire que non seulement l'âge a diminué, mais le nombre de pays dans lesquels il y a des grands maîtres internationaux a explosé. Et par exemple, c'est assez surprenant de voir combien il y a de grands maîtres internationaux en Iran ou en Égypte, où on n'imagine pas qu'il y aurait que les échecs seraient aussi développés. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est de voir l'émergence de nouveaux pays. Hein, on me disait tout à l'heure le miroir échec et géopolitique. On s'aperçoit que aujourd'hui, vous avez les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, qui prennent une place prépondérante en utilisant l'argent qu'ils ont pour faire venir des tournois et développer les échecs dans le monde. Vous vous apercevez que les États-Unis, qui étaient en perte totale de vitesse, ont repris un rôle de leadership simplement parce qu'ils ont développé les outils digitaux qui vont avec et les outils informatiques qui vont avec. Vous apercevez que l'Europe a beaucoup de mal à suivre la cadence et que la Russie s'est rapprochée de la Chine, qui elle-même est devenue championne du monde pour les hommes et pour les femmes. Donc c'est quand même très intéressant de regarder ça et de comparer avec la géopolitique mondiale, et parce que ça démontre bien ce lien qu'il y a en permanence. Et un cas d'école, parce que c'est vrai que comme vous le disiez, des joueurs peuvent apparaître en Iran où on aurait supposé qu'il n'y a même pas les infrastructures correctes pour former de jeunes joueurs. Mais peut-être Mathilde peut nous parler du cas d'Alireza Firouzja qui a appris à jouer à peu près tout seul. Vous dites-en un mot. Oui, Alireza, qui est devenu français depuis, mais qui a grandi en Iran, pays où les échecs sont très peu structurés, il n'y a pas grand-chose. Et Alireza, il a essentiellement appris à jouer sur Internet, en jouant des milliers de parties. Il est très connu pour jouer ce qu'on appelle, nous, des bullets, c'est-à-dire des parties d'1 minute. Donc il en a joué des ping-pong, c'est du ping-pong. Pour ceux qui ne connaissent pas, faut jouer les coups à l'avance, en fait, même pas les enregistrer à l'avance. Et il a appris essentiellement comme ça, sans entraîneur, sans réelle structure de club. Alors évidemment, il a rejoint les tournois internationaux quand même assez rapidement, puisqu'il est extrêmement talentueux. Mais il est arrivé numéro 2 mondial, sans réel entraînement structuré, sans réelle formation structurée qu'on peut avoir en France ou
avec des entraîneurs, avec la lecture de livres, etc. Ali Reza, c'est vraiment le prototype même du digital native, en fait. Il a appris à jouer par la pratique, le test and learn. Il essaye des choses sur Internet, ça marche, il garde les parties qui sont correctes, et il continue à améliorer ça, et puis tout ce qui ne marche pas, il met à la poubelle. Et pour info, il a rejoint la France, du coup. Oui, c'est ça. Il a rejoint la France, il est devenu français, donc voilà. Et il a 20 ans. Il a 20 ans aujourd'hui. Pour prolonger ce que dit Mathilde, c'est vrai qu'en étant sur Internet, il était en Iran, dans un coin perdu, pas loin de la mer Caspienne, mais il a joué des milliers, des dizaines de milliers, centaines de milliers de parties à cette cadence très rapide. Et en fait, il a joué plus de parties, lui, que tous les champions du monde réunis depuis le siècle d'avant. C'est-à-dire que, quelque part, l'expertise qu'il a glanée, et comme son cerveau est une éponge, eh ben, c'est du test and learn. Il a un cerveau super expert. Et donc, il est arrivé, il avait des connaissances incroyables, parce qu'il avait pratiqué, il avait pu pratiquer, grâce aux plateformes. Et donc, c'est une IA ambulante, presque. Voilà. Donc, grosso modo, c'est pour dire, aujourd'hui, les jeunes ne fonctionnent pas comme nous auparavant. Ils ont cette chance, et pour eux, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est ça, le monde, c'est ça. Ce qu'on a connu, on peut en parler, nous, un peu encore, mais eux, ils s'en fichent. Ils vivent dans leur monde, et ce jeune, il est vraiment le prototype de ce monde. Il n'a pas de base, il n'a pas appris les finales, les ouvertures, d'ailleurs, il s'en fiche, il n'a pas envie d'apprendre. Et en fait, quelque chose qui est particulier chez eux, ils veulent prendre du plaisir. Ils veulent prendre du plaisir. Ils veulent s'amuser. C'est pas le purgatoire sur Terre. Ils sont là, ils ont envie de prendre leur pied, comme on dit, s'amuser, et c'est les jeunes d'aujourd'hui. Mais c'est incroyable. On n'aurait jamais pu imaginer ça il y a une vingtaine d'années. Il y a une chose très intéressante d'ailleurs par rapport à ça, sur la comparaison entre Ali Reza, l'intelligence artificielle humaine, et AlphaZero, l'intelligence artificielle machine, c'est que le système d'apprentissage de l'intelligence artificielle, c'est un système qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et en fait, le principe est extrêmement simple. La machine joue contre elle, elle teste des positions, et elle teste des positions pour échouer. Pour échouer. Et elle apprend en échouant. Et comme c'est un système qui est assez, on va dire, ennuyeux, parce que quand vous apprenez pour échouer, quand vous jouez pour échouer, pour apprendre, c'est quand même pas fun. Donc, dans l'intelligence artificielle, le principe de l'apprentissage par renforcement nécessite d'avoir un but ludique. C'est-à-dire que même l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le système de formation d'AlphaZero, le système de programmation d'AlphaZero, a au final un objectif ludique. Et l'objectif ludique, c'est le gain de la partie. Donc l'outil informatique accepte de passer par ce système-là parce qu'au final, il y a un objectif ludique. Et c'est exactement ce que vient de dire Bachar. C'est-à-dire que vous pouvez accepter aujourd'hui de passer du temps devant un ordinateur, de passer du temps sur Internet, de jouer des milliers de parties, dans la mesure où au final, vous avez comme objectif de gagner, vous avez comme objectif de prendre du plaisir. Et ça, c'est très intéressant de voir que même l'outil informatique a cette démarche-là, cette approche-là. Ouais, c'est passionnant parce que dans les jeux vidéo, pour le coup, mais on peut dire qu'aujourd'hui les échecs en sont un, il y a ce qu'on appelle chez les jeunes joueurs, moi j'en suis un, le limit testing. Ça veut dire qu'on va jouer volontairement au-dessus de la limite du play raisonnable. Parce qu'on veut tester, en fait, on veut aller trop loin dans le coup, on veut prendre un peu trop de risques pour savoir à quel moment ça marche plus. Et du coup, ça fait que des joueurs jouent de plus en plus risqués, font des coups qu'on pourrait, enfin font des plays dans les jeux vidéo qu'on pourrait qualifier de suicidaires, parce qu'en fait, ils ont envie de tester par l'entraînement le moment où ça marche plus. Et alors, j'avais une question que je vais vous poser à tous les trois. C'est que vous disiez que du coup, Ali Reza et les autres de la nouvelle génération ont pu apprendre à jouer si bien sans le truchement d'un club et de toutes les structures intermédiaires. Mais du coup, la question qu'on pose souvent avec l'IA, c'est est-ce que l'IA va nous remplacer ? Et du coup, parce que les échecs sont un laboratoire de la société, je voulais vous demander, est-ce que l'IA a grand remplacé les profs d'échecs et est-ce qu'il y aura encore une place pour ces lieux intermédiaires de la culture échiquéenne, de la transmission du savoir humain ? Alors, je vais commencer à répondre. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on analyse, encore une fois, le monde des échecs, on s'aperçoit que effectivement, Ali Reza est numéro 2 ou a été numéro 2, mais il n'est pas numéro 1. Et c'est un petit peu ennuyeux, quoi. Et le vrai numéro 1, il s'appelle Carlsen.
Et pourquoi Carlsen est numéro 1 ? Parce que Carlsen fait la synthèse entre deux mondes. Il fait la synthèse entre le monde qui est le monde de l'IA, on va l'appeler comme ça, et le monde traditionnel. Et en fait, ce qu'on a vu et ce dont on s'aperçoit, c'est que la vraie réalité, la vraie intelligence, qu'on appelle l'intelligence augmentée, qu'on appelle l'intelligence augmentée, est un mélange en fait entre cette capacité de calcul et ce mode de fonctionnement, et également une capacité de connaissance. C'est-à-dire que c'est le mélange des deux qui crée la performance finale. La conséquence de ça, pour revenir au club, c'est que si on a des professeurs dont le seul objectif est de nourrir comme des moineaux, hein, ou ici dans le Gers, dont je suis pas loin d'être originaire, les oies, hein, pour leur faire manger, pour avoir un foie bien gras, mais si c'est que ça, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'apprentissage, et au final, ça va toujours être moins performant que quelqu'un qui est dans l'apprentissage permanent. Mais si on arrive à donner du plaisir et à donner l'impression, à donner le sentiment qu'en même temps que l'apprentissage, il y a des connaissances à acquérir. Et donc, on va passer d'un système de professeur à un système de coach. Et c'est ce qu'on voit arriver dans les échecs, ce qu'on a vu arriver dans les échecs, qui est déjà le cas. Mathilde et Bachar peuvent en parler. Aujourd'hui, les profs d'échecs sont des coachs et pas des professeurs. C'est plus des professeurs. Et c'est ce mélange entre capacité de calcul, capacité d'apprentissage, apprentissage successif, et accès à l'information, et donc comment accéder à l'information, où la trouver, comment accéder à la connaissance et comment l'intégrer, qui fait la véritable performance. Et aujourd'hui, la synthèse de ça, c'est Magnus Carlsen, puisqu'il a en tête 2000 parties, hein, plus de 10 000 parties, plus de 10 000 parties en permanence, et en même temps, c'est quelqu'un qui joue plus de 1000 parties par mois. C'est-à-dire que c'est la synthèse des deux, et c'est ça la réussite. Et ça pose des vraies questions par rapport à ce que vous disiez sur le modèle éducatif. Dans les échecs, c'est déjà le cas, mais ça pose des questions sur le modèle éducatif dans la société. Vous vouliez rebondir peut-être aussi sur cette question-là ou... De toutes les manières, aujourd'hui, tout est à disposition, en fait, quelque part. Tout devient à disposition. Avant, il fallait passer par des livres, il fallait passer la porte d'un club. Il fallait faire beaucoup d'efforts, il fallait faire des kilomètres. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton et puis on y est. Il y a Zoom, on a un entraîneur qui a des connaissances et qui va essayer d'adapter par rapport au jeune joueur qui est là, ce dont il aurait besoin, ce qu'il pourrait chercher, là où il pourrait aller plus vite, le mettre un peu plus sur le chemin. Mais le fait, comme le disait Jean-Marc, de gaver loi, ça, c'est fini. C'est terminé. Cette éducation-là, c'est fini. On ne gavera plus loi. On va aujourd'hui passer à autre chose. Quel est le besoin? Comment ça se passe? Et bien sûr, pour ça, il faut des coachs confirmés. Mais les nouveaux moyens qu'il y a avec Zoom font que la distance n'existe plus. Il n'y a plus de problème de distance. Il n'y a plus de problème de coût. C'était de l'argent aussi avant. Là, la seule chose, c'est que ces coachs vont avoir aussi une valeur. Donc tous ceux qui ont appris à jouer aux échecs et qui ne sont pas devenus de grands champions vont pouvoir aussi transmettre de la connaissance à tous ces jeunes qui aujourd'hui ont envie. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que les outils qu'il y a aujourd'hui permettent de valoriser tout le travail qui a été fait par ces générations qui étaient là avant. Et donc il y a cette transmission. Peut-être Mathilde ? Ouais, non, on parlait de capacité calculatoire tout à l'heure. Là où les connaissances sont importantes, c'est que le cerveau humain reste limité. Et quand on a la connaissance, on n'a pas besoin de calculer aux échecs. Le calcul, c'est prévoir les coups à l'avance. Parfois 10 coups, 20 coups, les meilleurs joueurs arrivent à aller un petit peu plus loin. Quand vous connaissez une position et que vous savez quel est le meilleur coup, il n'y a pas besoin de calculer, vous le savez. Et là où on a des limites, par exemple avec un profil comme Ali Reza, qui est un joueur qui calcule en permanence, c'est une moulinette, il n'arrête jamais, c'est qu'il gagnerait de l'énergie à avoir un petit peu plus de connaissances et à passer moins de temps à calculer. Ça reste un jeu qui est très physique, qui demande beaucoup d'énergie, 5 heures, 6 heures par jour, parfois pendant 2 semaines. Et c'est là où Magnus Carlsen arrive à lier les deux, c'est qu'il a une telle base de connaissances qu'il arrive aussi à économiser cette énergie, parce que dans les positions, il sait le meilleur coup parce qu'il l'a appris.
Et c'est toute la différence avec seulement se reposer sur du calcul et de la pratique et du test and learn, du test and learn, du test and learn. D'une certaine façon, quand un grand joueur d'échecs fait une partie, idéalement, il doit commencer à calculer le plus tard possible. C'est-à-dire qu'il doit avoir appris par cœur tous les premiers coups et variations. Oui, parce que calculer pendant 5 heures tous les jours, ça demande une énergie colossale. Donc toute la connaissance accumulée permet en fait d'économiser une certaine énergie, et c'est pareil dans l'éducation. C'est vaut mieux avoir la connaissance que passer son temps en permanence à découvrir la température à laquelle l'eau se transforme l'eau se transforme en glace. Et peut-être une petite dernière question à laquelle on va faire une réponse rapide, parce qu'on aimerait laisser un petit temps de questions, et ça finit dans une dizaine de minutes s'il y a des questions dans l'audience. Mais on a l'image, on va reprendre Alireza puisqu'il est idéal type, il était un peu seul chez lui à jouer des parties contre des adversaires à l'autre bout du monde. Mais la numérisation des échecs a aussi permis de nouvelles formes de sociabilité qui n'étaient peut-être pas celles du club, mais des nouvelles communautés échiquiennes se sont créées en ligne aussi. Oui, mais aujourd'hui, dans les échecs, on a ce qu'on appelle les streamers, les youtubeurs, donc des influenceurs même qui donnent des cours ou qui jouent en ligne devant parfois des milliers de spectateurs. Mais on a quand même... Ça ne reste pas en ligne, c'est-à-dire que ces communautés se retrouvent entre elles dans certains lieux physiques. On a Kevin Bordy en France qui est très connu, qui est la plus grosse chaîne française échiquienne et une des plus grosses chaînes françaises tout court d'ailleurs sur Twitch, et qui réunit régulièrement sa communauté dans des lieux, régulièrement à Paris, et ils jouent sur des ordinateurs mais tous ensemble dans la même salle. C'est-à-dire que ce n'est pas que en ligne, ce n'est pas que déconnecté complètement du réel et du social. C'est aussi un point commun à ce qu'on disait sur la nouvelle génération, cette notion alors c'est un terme un peu barbare, de figital, physique et digital, puisque c'est une génération qui a fait le lien entre ce qui est physique et ce qui est digital, et qui met beaucoup de valeur dans la rencontre physique. Mais pour revenir à ce que disait Bachar tout à l'heure, parce que c'est simple d'aller jouer en ligne, on va jouer en face à face quand de nouveau on éprouve un plaisir. Donc cette notion de communauté, cette notion de partage va être choisie par le joueur. Et finalement, alors qu'on pouvait imaginer que la digitalisation entraîne la fin du physique, c'est l'inverse. Il y a de plus en plus de communautés, il y a de plus en plus de monde qui assiste au tournoi, il y a de plus en plus de monde qui participe au tournoi, il y a de plus en plus de monde qui va dans les clubs parce qu'ils ont besoin de ces coachs pour les accompagner. Et en fait, encore une fois, alors qu'on imaginait l'inverse, alors qu'on imaginait une paupérisation, c'est au contraire un enrichissement. Et c'est encore une fois une leçon sur l'impact que peut avoir quand c'est managé, quand c'est organisé, une évolution qui peut sembler dangereuse au départ et qui finalement s'avère extrêmement positive. Ouais, et puis je peux témoigner à titre de cobaye, étant de cette génération, ayant découvert les échecs et après jouer uniquement en ligne. Au bout d'un an ou deux, j'ai naturellement ressenti le besoin de mettre des amis aux échecs, d'aller jouer avec eux dans des bars, de trouver un club pas loin de chez moi. Et c'est clairement chess.com, donc la principale plateforme, qui m'a ramené aux échecs physiques pour le coup. Mais il n'y a jamais eu autant de licenciés à la fédération qu'aujourd'hui, et les tournois n'ont jamais été aussi pleins qu'aujourd'hui. Tous les tournois en France sont pleins à craquer, et la France est le pays qui organise le plus de tournois au monde. Donc, Est-ce que dans l'Assemblée... Alors oui, pour dire ça, Agen est quand même l'étendard. Voilà, il y a Monsieur le maire qui est là, Jean, qui joue avec les jeunes de la ville d'Agen. Et il fait une partie pendant toute l'année, ce qu'on appelle une partie majoritaire. Et en fait, on a allié un petit peu ce côté figital dont parle Jean-Marc, physique et digital, c'est-à-dire qu'ils savent qu'à un moment donné, ils vont le rencontrer. Et ça se passe au début, en fin d'année. Et puis ensuite, pendant toute l'année, ils jouent et ils dialoguent ensemble. Donc, quelque part, les outils permettent ça. Ensuite, il y a la rencontre. Le fait de jouer avec Monsieur le maire, de jouer avec celui qu'ils peuvent identifier à Zorro, de pouvoir... et les parents sont contents, tout le monde est content. C'est tout simplement. Et puis, il y a aussi des championnats de France qui se jouent à Agen depuis maintenant 7 ans, régulièrement. Donc on voit bien, c'est-à-dire le fait de se retrouver physiquement dans un lieu, il y a 5000 personnes qui viennent à Agen pendant le championnat de France, parce qu'il y a des jeunes, il y a une compétition, on se retrouve, et puis le reste de l'année, ils sont ou dans leur club, ou bien ils jouent sur Internet. Voilà, c'est ça aujourd'hui le monde des échecs, mais c'est le monde en général qui est comme ça. Il n'y a pas que le monde des échecs. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est une sorte de labo, donc c'est facile de l'exprimer.
Et puis c'est un jeu à information complète. C'est-à-dire, vous avez tout devant vous, hein, il n'y a rien qui est caché. Ensuite, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pour ça que les grandes entreprises comme IBM l'ont utilisé avec Deep Blue. C'est pour ça que DeepMind et Google l'ont utilisé avec l'intelligence artificielle. Et puis à la fin de la partie, de ces parties-là, il n'y a que le roi qui est mort. Il n'y a pas d'autre danger. Et alors peut-être que si on veut prendre 5 minutes pour des questions, si dans l'Assemblée il y a des personnes qui ont des interrogations. Vous n'avez pas de micro, je peux peut-être amener des micros. Il y a quelques questions quand même. Oui, bonjour et merci. Merci à Bachar qui est maintenant j'allais dire un vieil ami d'Agen et que je salue. Et merci aussi à chacun d'entre vous, je trouvais ça passionnant. Moi j'ai 2 questions. J'ai une première question. Grâce justement au championnat de France des échecs, on a eu un champion du monde qui s'appelait Karpov, qui est venu à Agen. Et j'ai eu la chance de discuter avec lui. Alors, moi, je lui ai posé une question naïve. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être champion du monde? Et alors, c'était très sympa. Il m'a regardé. Il a dit, il y a un moment, il faut arrêter de calculer. Et donc, cette phrase, comment vous la recevez? Et est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, justement, le calcul dans le moyen terme est inopérant compte tenu de la somme des combinaisons, etc. Donc ça sert à rien de brûler de l'énergie, parce que je vous ai beaucoup écouté, à dire si je fais ça au 8e coup ils feront ça, etc. Donc voilà, ça c'était la première question. La deuxième question, j'en ai 2, j'en profite, et c'est est-ce que l'arrivée de tout ce que vous avez décrit vous fait réfléchir sur les règles de votre jeu? Par exemple, nous au rugby, on réfléchit sur la mêlée qui ralentit un peu tout. Bon, alors ceci dit, c'est une phase auquel on tient, mais est-ce qu'il y a un endroit où ce jeu immémorial avec ces règles-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui réfléchit? Pourquoi pas le cavalier, il ne ferait pas 3 pas au lieu d'en faire 2, etc. Est-ce qu'il y a une réflexion sur... c'est un peu sacrilège ce que je dis, mais voilà, donc ces 2 questions. Mais d'abord, Karpov, faut arrêter de calculer, quoi. Non, je vais répondre à la première. Sur le s'arrêter de calculer, c'est très intéressant parce que ça laisse place à l'émotion, à l'instinct, et c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait la différence entre les très grands joueurs et le champion du monde aujourd'hui. Magnus Carlsen, qui a été champion du monde pendant 10 ans, il vient d'abandonner son titre. Il disait d'ailleurs il n'y a pas longtemps qu'il se trouvait pas très bon calculateur. Alors, bon, calcule extrêmement bien. Mais il a ce côté, il est très intelligent et il sent aussi les positions. Il a ce côté, l'instinct, et il connaît très bien ses adversaires. Et c'est au-delà du calcul. Et la deuxième, peut-être? La deuxième, je vais la prendre, puisque je suis ancien joueur de rugby, comme monsieur le maire. Il y a une énorme différence entre le rugby et les échecs, c'est que le rugby est le seul sport au monde dont les règles ont évolué tous les ans depuis l'origine. Les échecs ont des règles qui n'ont jamais évolué depuis Isabelle de Castille. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait le même environnement. Mais par contre, je vais répondre à la question de manière différente. En fait, c'est pas les règles qu'il faut faire évoluer aux échecs, c'est les institutions et c'est les modèles de compétition qu'il faut faire évoluer. C'est-à-dire qu'il faut que les modèles... Carlsen a abandonné son titre de champion du monde parce qu'il a dit, alors dans le texte, je ne veux pas me faire chier à travailler pendant 8 mois pour une compétition qui va durer 10 jours et qui va me prendre 8 heures par jour. Je préfère faire des parties de 3 minutes, m'éclater en faisant ces parties et faire des tournois où je vais en plus gagner de l'argent. Donc, pas de purgatoire, du plaisir. Exactement. Pas de purgatoire, du plaisir. Donc ça, c'est le discours de Carlsen. Et je pense qu'il est, encore une fois, avant-gardiste par rapport à ça. On ne peut plus maintenir un système dans lequel on continue à faire des compétitions qui ont été organisées à l'époque de l'Union soviétique. À l'époque de l'Union soviétique, les grandes parties duraient des mois. Le championnat du monde durait des mois. Personne ne regardait. À part les autistes joueurs d'échecs de l'époque, personne n'était intéressé par ça.
Aujourd'hui, c'est plus des autistes. Aujourd'hui, c'est du grand public. Aujourd'hui, Nakamura a plus de presque 2 millions de viewers, 2 millions de followers sur son site. 2 millions, c'est monstrueux. Il y a des Françaises qui ont un agent à Hollywood pour les supporter sur leur chaîne de télé, où les gens vont les voir jouer en ligne. C'est un monde qui est complètement différent. Donc l'environnement doit changer. Les règles du jeu sont, je dirais, immémoriales. Elles doivent rester comme ça, parce que, comme disait Bachar, elles fondent le principe des échecs, mais par contre, la manière de jouer, elle doit changer. Et le système doit changer. Ce qui pose d'ailleurs des questions là aussi sur la société. Hein. Si on veut s'adapter à un nouveau mode de fonctionnement, etc., la manière d'organiser les compétitions, mais aussi la manière de manager, la manière de gouverner doit évoluer. Parce que les gens que l'on gouverne ou les gens que l'on manage ne sont plus les mêmes. On retrouve ça dans l'entreprise, moi c'est mon boulot, on retrouve ça dans l'entreprise, et j'imagine que c'est des questions que vous vous posez vous aussi en tant que maire. Donc ça c'est fondamental. Donc les règles non, au rugby oui, hein. Par contre j'espère que l'intelligence artificielle va venir aider les arbitres, ce qui évitera les bêtises qu'on a vues en quart de finale. Mais bon, ça, c'est pour les experts. Mais au-delà de ça, dans les échecs, les règles non, mais le système en tant que tel oui, et ça a commencé d'ailleurs.